librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie, on reçoit un auteur, ou plutôt une auteure qui est très connue dans la région. Il s'agit de Danielle Dussault. Bonjour Danielle. Bonjour. Danielle, tu viens de publier 2 romans. Ça fait pas très longtemps, cet automne. J'ai publié cet automne 2 romans. Un premier roman jeunesse chez Bayard dans la collection Créputo qui s'appelle La vertu des guerrières. Et un roman chez Druide, la maison d'édition Druide. Et le roman s'appelle La troisième personne et ça raconte l'histoire de 3 femmes qui ne se connaissent pas et qui vont vivre chacune un parcours en parallèle. Et on va finir par se rendre compte que ces personnes-là, ces femmes-là, vivent des choses en simultané, même si elles sont éloignées l'une de l'autre. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, là, plus en profondeur, de chacun de ces romans-là, puis tu vas nous lire un extrait de chacun. Mais avant ça, tout à l'heure, on se parlait avant l'entrevue, et puis moi, j'aimerais ça que tu m'expliques vraiment, faire une petite biographie, mais aussi ton parcours d'auteur. Donc, on va commencer par... Elle vient d'où, Danielle Dussault? En fait, j'ai toujours habité, en tout cas pour la majeure partie de ma vie, à Thetford. Je suis née à Québec. J'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans. En fait, je pense que ça vient d'un pari que j'avais fait avec mon frère. Mon frère m'avait dit, le premier de nous deux qui apprend la musique va gagner le pari. Et c'est mon frère qui a appris la musique en premier. Et alors moi, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. J'ai eu une influence assez importante aussi à 14 ans. Je me tenais beaucoup avec mon cousin qui s'appelle Paul Dussault et qui est maintenant décédé, ça fait plusieurs années. Et Paul me faisait lire son journal intime. Oh! Et alors, chanceuse! à ce moment-là, on partageait des choses. Entre autres, on partageait la passion de l'écriture tous les deux. On partageait aussi la passion de la photo. Et j'ai commencé à écrire mon journal à ce moment-là. Et j'ai poursuivi l'écriture du journal parce que j'ai commencé à fréquenter l'école anglaise à 14 ans. Ah bon? Alors, tu étais ici à cette époque-là, à 14 ans. Je vivais à Thetford Mines. Et tu as été au high school, toi? Je suis allée au Johnson High School. Bon. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé mon secondaire à l'école anglaise. Alors là, je me disais, je ne vais pas perdre mon français, je vais continuer à écrire. Et c'est ce que je faisais. J'écrivais mon journal à tous les soirs. Puis, quand je suis arrivée à l'université, j'avais compilé certainement une vingtaine de journaux et je me suis fait voler. Alors, j'ai perdu tous ces journaux intimes que j'avais écrits. Vous savez, quand on est jeune, on décore nos journaux. J'avais mis des photos sur la page de garde du journal. Et tous les journaux, des livres, j'avais une machine à écrire. Dans ce temps-là, on écrivait avec des machines. Oui, avec la machine à écrire. Avec des machines à écrire. Oh, mon Dieu, oui. Et tout ça, ça avait été volé. Donc, évidemment, je pleurais, j'avais de la peine. Et mon frère m'a dit, écoute, tu vas en écrire d'autres. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé à écrire à ce moment-là, étonnamment. Un peu dans la perspective d'être lu. Donc, j'ai commencé à montrer les choses que je faisais. Et je me souviens de la première personne qui m'a donné une chance de publier un article dans une entrevue. Ça fait en sorte que ça fait boule de neige à un moment donné. Mais quand tu as ces journaux-là que tu as perdus, là, j'imagine que tu as vécu un deuil très important parce que ta passion de l'écriture ça doit être plus important que la photo ou quoi que ce soit. C'est tous tes souvenirs, toute ta jeunesse que tu as perdu tout d'un coup comme ça. C'est vraiment une expérience parce que par la suite, j'ai comme développé un symptôme de j'écris des choses, mais en même temps, je les fais disparaître. Ah bon? Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'écrire des journaux et de les brûler, de ne pas les garder. C'est une chose que je ne fais plus. Mais pendant longtemps, j'ai fait ça. Tout ce que j'ai fait à l'époque de l'université, par après, quand j'ai commencé à travailler et tout ça, j'ai pas gardé mes journaux de cette époque-là.
J'ai plutôt gardé des trucs que je fais, que j'écris pour être publié. Pour être publié ou pour être lu. C'est surtout dans cette voie-là que je suis allée. Et à l'université, tu as étudié en... J'ai étudié dans un programme qui s'appelait Rédaction-Recherche, qui fonctionnait avec le système coopératif, c'est-à-dire qu'on faisait... de Sherbrooke. Oui, tout à fait. On faisait, par exemple, une session et après ça, on allait sur le marché du travail pendant 4 mois. Et alternativement, comme ça, je revenais pour étudier et après, je retournais pour faire du travail. J'ai travaillé, entre autres, à Ottawa, au ministère des Communications. Et à cette époque-là, on commençait avec Internet. Il y avait le projet Télidon en collaboration avec la France. Et donc, je travaillais pour le développement de ces réseaux-là. Et ultimement, dans les années 80, là, on a commencé à avoir les ordinateurs. Et par la suite, est-ce que tu es revenu immédiatement à Thetford parce que tu as enseigné pendant plusieurs années au cégep? J'ai enseigné comme professeur de français au cégep de Thetford, mais j'ai travaillé à Sherbrooke pour la télévision. J'ai aussi travaillé à Montréal pour Radio-Québec. Et je suis revenue à l'âge de 30 ans pour enseigner au cégep de Thetford. Et ça fait pas longtemps que tu as pris ta retraite, je me suis retirée de l'enseignement. Mais pour mieux plonger dans l'écriture. J'écris pas mal à temps plein et je donne aussi des ateliers d'écriture avec l'Institut du troisième âge. Et ça aussi, c'est une pratique très intéressante parce qu'on a un groupe de femmes... un groupe de femmes, des femmes qui écrivent d'ailleurs très, très bien. Je m'intéresse en particulier en ce moment à la pratique du carnet littéraire. Et même ces femmes-là ont publié il y a environ 2 ans. On a fait une publication ensemble. On a fait un lancement chez Mérose, à la boutique chez Mérose. Oui. Et le recueil s'est intitulé « Fragments d'elle ». C'était une très belle expérience. Et puis, évidemment, c'est quelque chose que j'aimerais répéter avec des gens qui sont intéressés par l'écriture, qui aimeraient... Alors là, tu me dis « elle », mais il y a plus de femmes, donc... Il y a plus de femmes, mais il y a des hommes aussi qui participent aux ateliers. Dernièrement, il y a eu des hommes qui ont participé aux ateliers d'écriture. Bon. Alors, aujourd'hui, tu nous as amené 2 romans, tes deux derniers bébés. Le premier, c'est la 3e personne. Donc, comme tu nous disais tout à l'heure, c'est l'histoire de 3 femmes qui vivent dans des univers en parallèle. En fait, c'est 3 femmes d'origine et qui ont une quête commune, mais elles sont d'origine différente. Il y a d'abord une Vietnamienne qui décide de quitter son mari, qui est devenu très vieux, et elle décide de le quitter pour aller marcher au bord du Mekong, qui est un fleuve au Vietnam. Alors, on suit cette femme-là dans sa marche. Et alternativement, il y a une autre femme qui décide, elle, de quitter son emploi. Et on va aussi suivre cette femme-là dans sa quête de liberté. De même qu'une jeune femme qui a été enfermée, qui est dans une prison, et qu'on a accusée d'avoir tué son amant. Alors, 3 femmes, 3 vies complètement différentes, 3 parcours uniques. Oui. Elles marchent toutes les 3... On ne voit pas de lien, là. Elles marchent toutes les 3 en parallèle. Oui. Et au fur et à mesure de la lecture, on va se rendre compte que ces femmes-là vivent des choses similaires. Et évidemment, c'est une lecture davantage qui tient davantage du récit, plutôt que d'un roman conventionnel. Oui. Parce que depuis plusieurs années, je m'intéresse au roman choral, c'est-à-dire le roman où il y a plusieurs voix narratives. Je peux prêter la voix à une personne qui va raconter l'histoire et ensuite, je cède le passage à quelqu'un d'autre, à un autre narrateur ou une autre narratrice qui va poursuivre le récit, qui va poursuivre l'histoire, mais sous un autre angle et en ajoutant des événements, d'autres événements. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là ou de quelle façon s'est manifesté cet intérêt-là? Donc, le roman qu'on dit choral ou le récit choral. C'est quand j'ai écrit Camille ou la fibre de l'amiante, qui raconte un peu l'histoire de Thetford à partir de la grippe espagnole jusqu'aux années 70. Oui. Là, j'ai voulu vraiment donner la voix à différents personnages, dont un mineur qui se retrouve dans les mines souterraines de Thetford et qui est poursuivi.
Et donc, je raconte la poursuite de cet homme-là qui se fait pourchasser dans les couloirs miniers. Et je me suis servi de cette anecdote-là pour raconter certains passages de l'histoire de la ville de Thetford, à partir de la grippe espagnole jusqu'aux années 70. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé cette technique que j'appelle, moi, la technique du récit choral, avec plusieurs narrateurs. Je trouve ça tellement beau, hein? La technique du récit choral. Oui. C'est harmonieux, hein? Puis, moi, je veux le mentionner tout de suite, tous tes romans, toutes tes publications, parce que tout à l'heure, je disais, mon Dieu, j'ai dit, ça a commencé en 1987. Tout ça, c'est disponible à la librairie L'Écuyer, bien entendu. C'est disponible à la librairie L'Écuyer, où j'ai fait une séance de signature dernièrement. Oui. Puis, on est très chanceux parce que la librairie célèbre maintenant son 40e anniversaire. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de choix à la une librairie. Belle librairie. Puis, au Cégep aussi, à la bibliothèque du Cégep. Oui, exactement. Section Daniel Dussault. Je lis derrière que tu as obtenu des prix aussi pour tes œuvres. Là. J'ai obtenu un prix... Alfred Desrochers pour l'imaginaire de l'eau. Mais l'année dernière aussi, via le Cégep, en fait, tu as été honorée pour j'ai reçu un prix, le prix de la ville de Thetford Mines pour Anderson's Inn, qui est un roman qui se déroule en Nouvelle-Angleterre et plus particulièrement sur l'île de Peaks Island, que j'ai imaginé. C'est pas nommé comme tel dans le roman, mais j'ai imaginé l'histoire. Et encore là, je me suis servi d'éléments d'histoire pour monter mon récit. C'est un récit choral. Je prête la parole à des narrateurs différents. Et je fais une espèce de retour à la Deuxième Guerre mondiale parce que toute l'histoire retrace son idée d'origine à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Avant que tu lises un extrait de la troisième personne, je trouve ça intéressant quand tu me dis que tu imagines, oui, mais tu sembles faire appel à beaucoup d'éléments historiques dans tes romans. Est-ce que c'est le cas dans tous tes romans? Parce que là, le Anderson's Inn, il y a une référence historique. Puis on se parlait tout à l'heure là, que tu avais quelque chose d'autre aussi, ou un projet futur là, qui faisait appel à certains éléments d'histoire. C'est très intéressant de travailler avec des éléments historiques parce que c'est comme puiser, sortir l'amiante d'un fond minier parce que on dispose d'un fait, on dispose d'une histoire, d'un trait d'histoire, et là, on peut broder à partir de ce fait-là, commencer à essayer d'extirper quelque chose de plus profond à partir de ce fait d'histoire-là. La troisième personne, ce n'est pas un roman qui tisse un parcours à partir de faits historiques. C'est vraiment un roman qui est davantage méditatif parce que c'est pas quelque chose qui raconte absolument une histoire. Quand on écrit un roman, on veut absolument raconter quelque chose. Tandis que là, c'est plus une écriture qui se situe dans le déploiement de l'instant présent. Je te laisse en lire un extrait. Je sais que tu as choisi ta page. Je vous lis un extrait d'un parcours. Et donc, du parcours d'une femme qui s'appelle Xiu Lan, qui est une Vietnamienne. Ça peut paraître éloigné de soi, mais en même temps, dans les deux autres figures narratives, ce sont des Québécoises. Et à un certain moment donné, le lecteur va se rendre compte que ces personnes-là se rencontrent. Immobile, je suis restée devant cet hôtel. Les échos et les bips sonores tonitruaient. On aurait dit des sons qui s'amassaient, qui se répondaient sur une bobine de fil invisible. Une bobine qui se déroulait à l'infini. C'est à ce moment que j'ai aperçu la femme, debout sur un des balcons. Elle portait un bracelet. Des verres fumés cachaient ses yeux. Je devinais un regard troublé, car le bracelet ne cessait de tournoyer autour du poignet. Elle buvait. L'homme, à ses côtés, ne la voyait pas. Il était occupé à la lecture de son journal. La femme parlait et, visiblement,
Les mots n'arrivaient nulle part. L'homme ne relevait ni la tête, ni les yeux. Il n'était ni agacé, ni perturbé. Rien. La femme n'existait pas. Le mur entre eux se dressait infranchissable. La seule chose que je voyais, c'était ce bracelet, avec ses multiples chaînettes qui tournaient autour du poignet. Je surveillais le verre qu'elle portait aux lèvres, à intervalles réguliers. Elle s'accrochait à une prison d'origine qui l'empoisonnait. Je la percevais là, de ce côté-ci des choses, perdue dans l'attente. Tu disais contemplatif, je vois un peu. Tu sais, c'est un roman de l'intérieur. Oui, et en même temps, bon, vous voyez, dans ce passage-là, je parle des chaînettes. Bon, on va retrouver chez une autre personne, notamment la jeune Marie qui se retrouve en prison, qu'elle va se retrouver, elle aussi, avec des chaînettes qu'elle doit démêler. Donc, il y a comme des symboles et des thèmes qui se retrouvent dans chacun des parcours de ces femmes-là, qui vont finir à la fin par se rejoindre. C'est vraiment pas un roman conventionnel. C'est plus de l'ordre d'une, je dirais, d'une déambulation. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de le lire. Oui, c'est ça. Et maintenant, ton roman jeunesse. Oui. Et là, tu m'avais vraiment... tu as piqué ma curiosité tout à l'heure en disant, ben en quelque part, il y a la fameuse asile de Sainte-Cécile de Horton que ta fille voulait visiter et tout et tout. Il y a l'histoire est spéciale. Là. La prémisse, c'est la suivante. J'ai essayé de m'imaginer une adolescente. Je me suis mise dans la peau d'une adolescente qui est un peu en conflit avec sa mère, une adolescente qui souffre d'un problème de bipolarité et qui va développer un problème de dépendance. Donc, cette jeune fille rêve, évidemment, comme toutes les jeunes filles, d'un ailleurs, d'un possible ailleurs où vivre. Et elle va rencontrer, elle va fuguer. En fait, elle va quitter l'endroit où elle travaille, elle va quitter l'endroit où elle étudie, elle va quitter sa mère et elle va faire la rencontre d'une jeune fille. Elles vont se rendre toutes les deux. Et là, j'ai imaginé dans l'asile de Sainte-Clotilde de Horton, que je n'ai jamais visité. C'est ma fille qui voulait visiter cet asile-là avec une de ses amies. Oui. Et l'action prend place en partie dans... Il y a un des chapitres qui prend place dans l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Puis moi, j'aime beaucoup la couverture. Là, j'imagine qu'on ne le verra pas très bien parce que je suis un petit peu loin de la caméra, mais c'est un visage de côté, mais qui est fragmenté. Et ça illustre bien le tourment, dans le fond, que doit vivre le personnage principal. Ça illustre assez bien le tourment. Et d'une certaine façon, ça illustre le fait que la jeune fille, à la toute fin du roman, va finir par rassembler tous ces fragments. Elle va faire un trajet en dents de scie. À un moment donné, va prendre un avion pour la France avec une amie. Et elle va j'en dis pas beaucoup plus long parce que j'aimerais ça que le lecteur, la lectrice découvre le roman, parce qu'il y a question non seulement de la bipolarité, de la façon qu'un personnage intérieur vit ce problème-là de manière intérieure, mais il y a question aussi de dépendance. Et c'est un roman qui me sert de passeport et de carte d'entrée pour rencontrer des élèves dans des écoles secondaires. Je fais partie du programme en culture-éducation et donc ce livre-là est vraiment une belle carte d'entrée pour rencontrer de jeunes élèves, de jeunes adolescents. Tu suggères cette lecture-là à partir de quel âge environ? Parce qu'on s'entend que ce n'est pas de la littérature de l'enfance, là. Non. C'est plus à l'adolescence, j'imagine, vers quel âge à peu près? Je dirais de 15 ans à 25 ans. OK. Et c'est vraiment un roman qui a une histoire particulière parce que je l'avais déjà soumis à la maison d'édition Bayard il y a plusieurs années, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Le roman avait été refusé. Et quand je suis déménagée il y a 2 ans, j'ai repris le manuscrit, je l'ai retourné chez Bayard. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec un directeur littéraire
Thomas Campbell, avec qui j'ai travaillé, je dirais, pendant des mois, sans relâche, à reprendre le récit. La particularité du récit, et peut-être que je peux en lire un extrait, Oui, c'est que c'est écrit avec un narrateur qui s'adresse à la deuxième personne. Et dans les ateliers d'écriture que je donne, j'utilise cette technique-là, qui est très intéressante. Et en lisant l'extrait, vous allez voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la tonalité. Bien, vas-y. Ce roman-là, il est dédié à Mélodie. Et puis, il y a une prémisse. Affronte ton ombre personnelle, elle te donnera son cœur, par René Dussault. Alors, voici le début du roman. Ça commence avec la lenteur. Mine de rien, tu commences à faire les choses plus lentement. Manger, parler, écrire. Quelque chose se met à ralentir, comme si la tristesse voulait prendre toute la place. En même temps, ça débouche sur l'urgence, la vitesse des pensées, leur bouillonnement. Tu te sais différente. Cela t'apparaît aujourd'hui comme une évidence. Dans ta tête, tout s'embrouille, une voix s'affole. C'est la tienne. Tu veux être pareil à ces filles que tout le monde aime à l'école. Tu souhaites tellement leur ressembler et te fondre dans leur jeu que tu ferais n'importe quoi. Tu fais semblant d'avoir les mêmes goûts, leur assurance surtout. Tu aimes porter des vêtements semblables aux leurs, avoir comme elles des tas d'échanges avec des garçons inconnus. Seulement, tu es seule dans ton impasse et tu ne le dis pas. Il t'arrive parfois le soir d'écrire des messages à toutes celles que tu admires sans obtenir de réponse. Tu n'es, au fond, qu'un petit point de rien du tout. Oui, tu te l'admets sans réserve à présent. Tu voudrais être pareil aux autres, mais tu es différente. Et ce soir, tu viens de commettre l'irréparable. Oh, que c'est un beau point d'interrogation qui donne le goût de lire ça. C'est intéressant, le tu, effectivement. C'est très intéressant. Oui. Et je l'ai essayé dernièrement en allant donner un atelier d'écriture dans une école primaire. Et c'est intéressant, c'était des jeunes de 6e année et ces jeunes-là avaient déjà une imagination et une présence dans l'écriture qui est extrêmement intéressante. C'est un type de narration qui est intéressant à exploiter. Oui, ça a créé une proximité, je pense, avec le personnage. Hein? C'est ça. Ouais. Et avec le lecteur aussi, parce qu'il peut s'identifier plus facilement. Il se sent interpellé, puis il se sent... En fait, il peut s'identifier à ce narrateur-là. Effectivement. Écoute, on est à la toute fin de l'entrevue. Je suis contente qu'on a réussi à parler des 2 livres. Moi, depuis le début, je me dis, on va manquer de temps. Tout à l'heure, on parlait de ta discipline de travail. J'aimerais ça qu'on termine l'entrevue là-dessus, là, parce que c'était très intéressant ce qu'on disait sur l'écriture manuscrite et l'écriture à l'ordinateur. Alors, comment tu procèdes, toi, quand ton écriture? Bien, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un mode de vie. C'est un rituel, premièrement. L'écriture, ça me permet d'arrêter, c'est-à-dire de ralentir. Peut-être pas d'arrêter complètement, mais de ralentir. Tout va tellement vite. Je veux dire, on est rompu aux réseaux sociaux, on navigue sur le net, l'information rentre massivement. On ne prend pas toujours le temps de lire complètement tout ce qu'on peut voir sur Internet. Quand on écrit, on est forcément dans une posture, je dirais, d'apparente immobilité où on doit s'arrêter. Ça a quelque chose, je réfléchissais à ça ce matin, ça a quelque chose d'un peu spirituel, en fait de spirituel, parce que on est en contact avec soi puis avec la présence qui est en soi quand on écrit. Pour moi, ce que je privilégie, surtout dernièrement, c'est un peu les techniques que j'enseigne dans mes ateliers d'écriture, c'est la pratique du carnet littéraire, c'est-à-dire la pratique de l'écriture manuscrite. On écrit dans un carnet les pensées qui nous viennent et après coup, on peut retranscrire le tout à l'ordinateur. Et là, c'est un second travail qui s'amorce quand on écrit à l'ordinateur. On a tendance à vouloir écrire directement à l'ordinateur. Ça nous donne l'impression que tout est bien
dans l'immédiat, mais non. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On dirait que quand on passe tout de suite à l'ordinateur, on manque de précision. C'est comme si on sautait une étape. Quand on écrit manuscrit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se déploie dans la lenteur et il y a un nouveau travail qui se fait quand on écrit, après ça, quand on retranscrit le tout à l'ordinateur. C'est déjà la toute fin. Alors, Danielle, un grand, grand merci. Il y a plusieurs autres volumes qui sont disponibles. Écoutez, c'est une auteure prolifique. On a Libérami, Anderson's Inn, La partition de Suzanne, L'imaginaire de l'eau, Camille ou la fibre de l'amiante et de nombreux autres. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter tes 2 petits derniers et on espère qu'on en aura d'autres bientôt. Merci beaucoup. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et nous serons de retour bientôt pour une autre émission Lecture et compagnie.